Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press, est notre invité du jour. Avec lui, nous abordons deux sujets. Premier sujet, la dissolution de la CENI par le Conseil des ministres. Et second sujet, fraude commerciale, la BMCRF passe à la vitesse supérieure. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, on parle en termes de premier sujet de la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante par le dernier Conseil des ministres. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui avait prévalu à la mise en œuvre d'une institution comme la CENI? Il faut dire que pour parler de la CENI, il faut attendre au niveau des années 98. Voilà, si ma mémoire est bonne, c'est mai 98 notamment, à travers la loi numéro 2198 AN, donc du 7 mai 98, on a la création de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, mais dans sa forme que nous avons actuellement, il faut attendre des réorganisations et puis des changements profonds en 2001 pour qu'on les ait dans la forme que nous avions jusqu'à maintenant. Et avant la CENI, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une commission nationale d'organisation des élections qui, elle, était rattachée au ministère de l'administration territoriale. Et donc, cette commission-là, elle aussi est née, je pense, en 91, et l'un de ses premiers actes a été de travailler sur le référendum qui a permis le passage à la 4e République. Mais après, il y a eu la critique, notamment venue du monde politique, mais aussi d'organisation de la société civile, de ce que ce modèle d'organisation de consultations électorales n'était pas celui indépendant. Donc, il a été demandé qu'il soit mis sur pied une commission qui ait cette vocation-là et qui soit trempée par cette indépendance-là pour ce qui est du regard qu'on pourrait avoir organisationnel sur les élections. Maintenant, ça n'a pas forcément été facile parce qu'il faut se rappeler aussi qu'il y a eu un moment de fragilisation du pouvoir d'antan, celui de Blaise Compaoré, avec, on sait, la question de Norbert Zongo et puis la mise sur pied d'un collège des sages qui, dans ses propositions et ses recommandations, avait aussi parler d'une commission qui soit indépendante et qu'on ait à créer pour l'organisation de nos élections. Donc, il y a tout il y a eu tout ce, on va dire, cet écosystème-là, il y a eu tout cela qui a, à un moment donné, concouru à ce que on ait la mise sur pied de cette commission. Donc, ça part déjà du constat d'une commission d'organisation des élections qui, pour beaucoup, était trop affidée au pouvoir d'alors, et donc il fallait une commission qui soit plus indépendante. Et puis, je dis encore, le collège des sages aussi l'avait demandé, et donc pour cela, ça a été acté en 98, mais de sa forme actuelle, c'est en 2001, avec les changements qu'on a eu après. On va faire une sorte de bilan, parce que quand on regarde, elle avait vocation à gérer tout ce qui concerne l'aspect électoral, et dans son bilan, quel a été le rôle majeur que la CENI a pu jouer durant les élections que l'on a connues jusqu'à la dernière? Le rôle, ce sont ses fonctions. Ses fonctions, c'est de s'occuper de la question électorale depuis la formation de la liste elle-même, du fichier électoral, donc de ceux qui ont en capacité et qualité de votant, jusqu'à ce qu'on ait des résultats provisoires. Donc c'est ça le rôle de la CENI. Et sur les questions de référendum et tout ça, c'est des éléments sur lesquels la CENI travaille. Donc lorsqu'il y a des consultations directes, notamment des populations, que ce soit pour des élections ou pour des moments bien précis de la vie de la nation, pour lesquels on demande l'avis direct des populations. Et donc, c'est ce à quoi a travaillé la CENI. Maintenant, c'est clair que quand on veut souvent regarder dans ce qu'est le bilan de cette CENI-là, beaucoup regardent dans ce que nos élections ont donné. Est-ce que ça a vraiment changé la donne pour le Burkina et est-ce que ça nous a apporté plus? C'est souvent dans ce type, on va dire, de tamis-là, que chacun essaie de passer la CENI pour se dire est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais je crois que d'abord, quand on part du constat premier de ce qu'avait donné la commission d'organisation des élections qui était rattachée au ministère de l'administration territoriale, et alors que tout le monde demandait le caractère indépendant, les sages qui, eux,
ont travaillé en termes de propositions juste après l'affaire Norbert Zongo qui avait secoué un peu le pays, n'étaient pas dans des jeux d'intérêt, mais ils avaient fait le constat que ce qu'on avait en ce moment en termes de système d'organisation n'était pas forcément celui indépendant qui pourrait amener à des changements si vraiment le peuple en voulait. Donc ça part d'un constat. Maintenant, est-ce que la CENI a pu apporter plus que ce que cette commission qu'on avait comment dire en son temps traité de non indépendante avait elle aussi apporté? C'est ça la grande question. Et donc au fil du temps, quand on regarde aussi la façon de fonctionner de la CENI, il y a eu aussi, quoi qu'on dise, un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, il y a que d'abord c'est la composition, mais ça même c'est pas trop forcément la question du débat, mais ceux qui viennent représenter, qui sont désignés pour venir à cette commission électorale nationale indépendante là sont souvent l'émanation pour la plupart de postures qui sont celles partisanes, parce qu'ils sont issus de partis politiques, de groupements de partis politiques. Maintenant il y a la société civile aussi, et puis je pense qu'on avait toujours voulu que le président soit quelqu'un de la société civile pour qu'on soit à équidistance de certains. Il y avait une sorte de présidence tournante. Voilà, pour qu'on soit un peu à équidistance de certains intérêts. Mais la vérité c'est que même quand ils prêtent serment, ceux qui viennent représentent toujours les intérêts de ceux qui les ont amenés. Donc le caractère indépendant commence à devenir toujours compliqué. Parce qu'à l'intérieur maintenant de cette CENI se trouvent les contradictions du dehors. Malgré qu'ils aient prêté serment pour venir travailler à l'indépendance du processus électoral ou bien de consultation, il y a que la vocation de chacun et l'objectif de chacun, c'est toujours de représenter les intérêts de son groupe. On part, on prend les mots d'ordre et on revient, on les défend à l'intérieur. Alors qu'on prête serment d'avoir un peu ce qu'on pourrait appeler le devoir d'ingratitude. C'est vrai qu'on m'a fait envoyer, mais maintenant je travaille pour une mission qui est claire, c'est l'objectivité, c'est l'indépendance dans le processus. Mais c'est pas forcément ce qu'on avait. Chez le parti politique, on l'avait pas. Et deuxièmement aussi, chez celui qu'on a appelé à un moment donné aussi comment dire ça, la société civile. Une société civile qui était plus politique même que le politique, parce que étant l'émanation même du politique. Donc en définitive, dans ce jeu d'intérêt là, on se retrouve à travailler à ce qu'on soit représenté par le bras politique et représenté par le bras société civile. Donc on veut créer le basculement en interne. Ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et ça, on a vu comment aussi, par exemple, même cette CENI-là, sur certains éléments, je me rappelle, lorsqu'il s'était agi à un moment donné de déposer, je pense, des listes, il y avait un parti politique, c'était celui au pouvoir, et qui était dans la contradiction d'avoir 2 listes. Normalement, la CENI devrait invalider, c'est tout. Mais la CENI est venue, en son temps, s'interposer en médiateur, ce qui n'est même pas son rôle. Et en définitive, par le jeu même avec la justice, on a une liste qui a été retenue. Ce n'était pas le rôle de la CENI. Donc le caractère indépendant, il l'avait déjà perdu. Donc la crédibilité ici n'était plus si forte et pertinente. Donc ça, c'est déjà l'un des aspects qu'on pourrait ressortir. C'est-à-dire, d'abord, le caractère partisans de ceux qui viennent représenter les groupements qui les y envoient. Ils n'ont pas le devoir d'ingratitude. Il y a la société civile qui, on se dit, à équidistance des intérêts, qui est l'émanation de ces partis politiques. Donc on est dans un genre de composition qui devient déjà assez biaisé en interne. Et puis il y a le dernier élément qui est aussi de l'ordre de ce qu'on a reproché aussi à la Commission nationale d'organisation des élections en son temps, c'est d'être financé et donc de la part par l'État. Et donc on sait que qui donne les moyens peut influencer d'une certaine façon, ne serait-ce que par la nature, ou ça veut dire on va dire l'intensité des moyens qui sont donnés, ou bien même dans la répartition en interne. C'est des éléments qui peuvent d'une façon ou d'une autre avoir des impacts sur le terrain. Et donc ça fait que le caractère indépendant qu'on veut à cette commission nationale électorale là
peut l'être difficilement à 100%. Maintenant, je dis, la CENI ne peut pas porter seule aussi tous les avatars de ce qu'on a connu comme peut-être insatisfaction dans nos processus électoraux. Parce que n'oublions pas que la CENI, son rôle, c'est quoi? C'est travailler sur le fichier jusqu'à ce qu'il y ait les résultats provisoires. Mais quand vous regardez aussi au fond, disons-nous les choses tout nettes, et ça, en son temps, la CENI le disait très souvent, nous avons un rôle d'arbitre. Maintenant, la qualité du match, ce sont les joueurs. Si les gradins sont vides, ce n'est pas forcément l'arbitre, c'est la qualité du jeu qui est servie. Et à la réalité, c'est qu'au fil du temps, au Burkina, on a vu que le Burkinabé était peu intéressé par les consultations électorales, par nos élections. Parce que pour eux, c'est biaisé depuis le départ. Donc même l'arbitre qui vient jouer ici, on se dit que même tout est truqué, le match est truqué, personne ne vient dans les gradins, personne ne veut parier. L'arbitre même qui est à l'intérieur, on ne connaît pas son rôle. Ils sont sifflés, peut-être même qu'ils sont sifflés et pipés. Donc c'était ça un peu la perception que le Burkina avait de cela. Donc c'est pas forcément la seule CENI qui porte ce chapeau. Il y a la qualité aussi de nos acteurs politiques. Il y a l'offre politique même qu'on mettait en face, et puis il y a le jeu, le saint jeu qui devait être fait, mais qui était forcément bipé. Donc tout cela, quand vous regardez, ça ne donnait pas forcément quelque chose d'intéressant. Donc si on veut parler du bilan, moi c'est comme ça que je peux regarder la chose. Où il ne faut pas forcément charger seulement la CENI, tout s'imbrique. Et c'est pour cela qu'on avait ces éléments-là. Quoi que l'on dise, la CENI, malgré tout, avec son cheminement, a connu des hauts et des bas. On passe au silence tout ce qu'on a eu comme difficulté dans la désignation des premiers responsables de la CENI. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'évolution sociopolitique du Burkina, on en vient à cette décision au dernier Conseil des ministres de dissoudre la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que vous l'avez senti venir quand on regarde le contexte du Burkina, et est-ce que c'était inévitable quand on regarde les postures? Mais je crois que ce que je disais à un moment donné là, c'est très important. C'est quoi le rôle de la CENI? C'est organiser des élections. C'est organiser tout ce qui est consultation directe du peuple dans son expression. C'est-à-dire référendum sur certaines questions et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le schéma dans lequel on est dans un schéma où on va avoir des élections dans peu de temps ou quoi que ce soit? Ça, c'est une question qui est principale. Si on est dans la logique de ce qu'on entend comme discours, la question des élections, c'est pas forcément demain la veille. Voilà, c'est pas forcément la priorité. La priorité est d'abord sécuritaire. Et dans cette priorité sécuritaire-là, il y a la question de la mobilisation des ressources. Je pense qu'on a tous écouté le ministre Zerbo qui a donné ses explications. Et je pense que c'est assez logique au regard de ce que nous lisons comme posture aujourd'hui, au regard de ce que nous voyons expliquer comme vision. Il y a un principe clé, c'est celui d'abord du rétablissement de l'entièreté du territoire national et surtout de le renforcer. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et là-dessus, il y a des avancées qui sont en train d'être faites. Et la question d'organisation d'élections est tributaire de cela. Et d'ailleurs même que ce n'est même pas forcément la priorité aujourd'hui. La priorité, c'est la question sécuritaire. Et derrière cette question sécuritaire, pour avoir les effets escomptés, il faut une mobilisation de ressources. Alors qu'on a une institution qui est là, qui a pour vocation l'organisation d'élections, qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour, mais qu'on doit continuer d'entretenir. Mais on l'entretient pourquoi et à quelle fin? Quand on sait logiquement que maintenant, il ne s'agit pas d'organiser des élections ni aujourd'hui, ni dans un futur forcément très proche. Donc ça veut dire que clairement, ces missions-là, il faut les revoir. On a une administration qui est là, pour lesquelles on peut ramener un certain nombre d'éléments fonctionnels, le temps peut-être de regarder et puis d'avoir une autre réconfiguration. Je pense que c'est assez logique. Et ça, c'est pas un élément qu'on pourrait, comment dire cela, sur lequel on pourrait faire la fine bouche. Bien au contraire, je crois que on a des autorités qui, sur cette décision-là, sont alignées dans la logique qu'ils nous ont présentée depuis. Alors, quoi que l'on dise, le Burkina a déjà fonctionné sans la CENI, sans une commission électorale nationale indépendante. Mais aujourd'hui, quand on regarde, le rôle est désormais dévolu au ministère de l'administration territoriale. Est-ce que le ministère peut gérer l'aspect électoral avec une neutralité pour vous? Bon, ça, dire oui, c'est oublier que ça s'est déjà fait.
je le disais tout à l'heure, avec la commission que nous avons avant, la Commission nationale d'organisation des élections, qui était rattachée au ministère de l'Intérieur, c'était un élément qu'on avait déjà tenté. Et il y a eu les récriminations qui sont celles d'une volonté d'indépendance plus affichée pour ce type de commission-là qui a à charge l'organisation des élections. Donc on l'a déjà tenté et il y a eu donc il y a eu ces récriminations, il y a eu cette approche nouvelle qui est celle de la CENI dans la nomenclature que nous avons connue. Mais donc on ne peut pas dire que d'emblée c'est ça la solution. Mais attention, c'était aussi, quoi qu'on dise, un modèle d'organisation dans un contexte et à un moment donné, c'était le pouvoir du président Blaise Compaoré. Donc, c'est aussi à une autre époque, avec d'autres réalités. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un genre de recadrage qui permette plutôt qu'on puisse se recentrer avec le ministère de l'administration territoriale qui joue un rôle clé s'il y a des élections? Mais je me pose même la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui c'est un débat même qu'il faut poser? Je pense que ce qu'on tire comme conclusion, pour moi, ce n'est pas la question d'une réorganisation tant que ça, avec une volonté de remettre au ministère de l'administration territoriale, donc aux questions intérieures, la dévolution de l'organisation des élections. Je pense que ce n'est pas forcément la démarche qu'il y a aujourd'hui. Il y a plutôt un constat. Les élections ne sont pas aujourd'hui forcément à l'ordre du jour. Il y a une autre priorité qui est celle sécuritaire. Il y a des moyens qu'on doit mobiliser pour cette guerre-là. Il y a une institution qu'on continue de financer alors qu'on n'a pas d'élection à organiser. Il n'y a pas forcément de référendum qui pointe à l'horizon. Donc, on ne peut pas continuer à garder cette institution et injecter de l'argent dedans. C'est comme ça que je vois. Et donc, il y a des missions qu'on peut reverser très rapidement à celui de l'administration territoriale. Je pense que c'est ce qui a été fait. Maintenant, peut-être que quand pointera des élections à un moment donné, il y aura maintenant la réflexion qui sera menée sur le modèle avec lequel on pourra aller. Pour moi, la décision d'aujourd'hui est plus basée, ça le ministre l'a dit de façon très claire, sur une question de logique au regard de l'instant, plutôt qu'un choix sur un modèle qui pourrait être celui le meilleur pour l'organisation des élections. Mais pour la question que vous posez, par exemple, les visions sont différentes. Quand vous prenez, par exemple, le cas du Sénégal, ils sont dans ce contexte-là, avec une organisation des élections qui ne passe pas par une commission électorale nationale indépendante. Mais quand vous regardez, ils sont parvenus à plusieurs reprises à avoir des élections en tout cas qui ont le gage de la crédibilité, avec des changements où le président même sortant n'a pas pu rester, où le poulet même du président sortant, avec tout ce qu'on a mis comme moyen, n'a pas pu passer. Donc ça donne aussi l'impression que c'est un élément possible. Mais même les Sénégalais qui ont réussi à avoir ce type de résultat avec cette façon de faire sont en train de travailler à venir avec une commission électorale nationale indépendante, parce qu'ils estiment que ce mode d'organisation-là qui est rattaché directement au ministère n'est pas forcément celui qui soit le plus opérant en matière d'indépendance. Donc, c'est-à-dire que pour ceux qui disent qu'il faut y aller, vous allez vers certains qui tentent d'y sortir. Donc je pense que pour moi l'élément profond, ce n'est pas tant la question d'être rattaché ou pas rattaché, parce que tout à l'heure j'ai dit, avec la commission électorale nationale indépendante, on a vu comment les dissensions du dehors se retrouve toujours à l'intérieur de la CENI. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pareil. On a toujours ce type de clivage, et avec des représentants qui ne sont rien d'autre que le représentant des forces qui les ont envoyés, et ça ne change même pas. De la société civile qu'on ne maîtrise pas vraiment, parce que étant souvent l'autre bras même du parti, des partis politiques. Donc ça devient vraiment très compliqué. Donc d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est la question de
peut-être, je peux parler de probité, parce que souvent en politique, c'est des éléments qu'on a du mal à mettre ensemble, alors que je pense qu'il y a des hommes politiques qui sont une façon de voir assez élevée et qui ont la probité, l'éthique dans leur démarche. Mais c'est la qualité de ces hommes politiques, c'est la qualité de ces mouvements politiques, de ces partis-là, qui fait un peu l'offre qu'on a et puis le jeu sain qu'on a. Le jeu n'est jamais sain à 100% parce que c'est une course au pouvoir et ça, c'est une réalité. Maintenant, il y a des garde-fous à mettre, mais je pense que le moment venu, il y aura un modèle que le Burkina sur lequel le Burkina pourra réfléchir. Alors, je vois l'actualité, c'est aussi la BMCRF. La BMCRF qui était sur le terrain à travers une opération dite zéro pitié. La BMCRF est d'abord passée par une étape de sensibilisation et tout est parti du constat d'une augmentation tout azimut que l'on avait sur le prix des motos. Vous, quelles sont vos clés de lecture par rapport à cette situation? Déjà, je crois que nous sommes des médias et on a des émissions d'expression directe. On avait plusieurs fois, on a toujours des appelants qui se plaignent de la vie chère, de l'augmentation de certains prix, parce que quand on dit vie chère, souvent c'est beaucoup plus les denrées voilà, qui sont contrôlées là, par les prix et qui sont souvent critiquées, l'huile, le tout, machin, voilà. Mais la question des motos sont des éléments qui reviennent. Parce que beaucoup ne comprennent pas comment on nous vend une moto assez chère alors qu'on est dans un monde globalisé et globalisant aujourd'hui où, ne serait-ce que sur TikTok ou sur, Facebook ou quoi, vous avez les mêmes motos là avec les prix où les commerçants vont les prendre. Donc vous, quand vous regardez, vous vous dites, mais attends, pourquoi est-ce qu'il y a un écart aussi monstre? Je pense qu'il y a un ministre même qui, au détour d'une visite dans un pays asiatique, quand il revenait, a dit aussi la même chose sur l'écart qu'il y a notamment entre les prix d'achat là-bas et puis à combien les motos là sont vendues ici. Donc, c'est un élément de plainte qui revenait donc très souvent. Et donc, c'est compréhensible qu'à un moment donné, il y ait l'autorité qui accepte et qui décide d'y jeter un regard. Peut-être que c'est le début de quelque chose qui va aller sur d'autres secteurs, mais en tout cas, c'est le début que nous constatons aujourd'hui avec la BMCRF. Mais pour vous, pourquoi les motos sont-elles devenues un produit sensible en termes de spéculation à ce point? On est un pays de deux roues. On a fait le choix. Ici, bon, ça peut être aussi quelque chose que peut-être on peut expliquer de façon sociologique, mais vous voyez dans les familles, les gens ont fait le choix de, comment on appelle ça, de la mobilité individuelle. C'est-à-dire que les enfants, chacun veut même sa moto, le monsieur, même s'il a une voiture, il a sa petite moto à côté, il a celui de sa femme, il a celui des enfants. C'est un peu comme ça. Et certains viendront, ceux qui ne sont pas habitués, qui viennent d'ailleurs, vont regarder, vont dire, mais tout ça, ça fait au moins 2 voitures. Mais non, on a dans le sang la question de la perception de notre mobilité est vraiment personnelle. C'est pour cela que très souvent même, vous regardez comment nos transports en commun ont vraiment des difficultés à pouvoir avoir une bonne marge de clientèle. La Sotraco, pour ne pas citer que cela, même les taxis et autres, vous voyez, c'est le moyen usité par défaut. Sinon, quand vous avez la possibilité, la première chose, c'est aller acheter une moto. C'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Et donc, on est un pays de 2 roues. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça rend en même temps aussi, quoi qu'on dise, la question de l'achat de ces engins-là assez, je dirais, sensible d'une certaine façon. Parce que la question des coûts, quand on regarde avec certains pays de la sous-région, ça commence aussi à susciter aussi certains questionnements qui sont logiques. Quand on regarde aussi, de l'autre côté, il y a les commerçants qui dénoncent un certain nombre d'acharnements au niveau des taxes, qui disent ne pas s'en sortir, ne serait-ce que dans l'acheminement de ces motos de l'extérieur vers le Burkina. Et finalement, je me retrouve à vous poser la question, peut-on parler de dysfonctionnement du marché ou d'un déséquilibre entre liberté commerciale et régulation? Je pense qu'il y a il y a un peu de tout, mais il y a une enquête que la BMCRF avait eu à diligenter, je pense il y a déjà quelques mois, qui nous avait permis de regarder un peu dedans. Ils nous ont fait un petit point, et dans le point, il ressortait qu'il y avait beaucoup de revendeurs qui s'adonnaient à la spéculation. Et il y en a aussi qui allongeaient ce qu'ils avaient comme intermédiaire de vente pour avoir parmi lesquels il y en avait qui n'étaient pas forcément agréés, pour avoir des prix à la fin qui soient, comment on appelle ça, très élevés. Donc quand vous regardez ça, je pense qu'il y a un problème. Maintenant, l'État qui lui-même décide de s'attaquer à cette réalité-là, je pense que l'État a tout dans les mains. L'État
sait combien ils payent comme taxes, impôts, comme vous voulez et tout. Ils savent plus ou moins à combien la moto elle est déclarée quand il vient pour les droits de douane et tout. Ils savent. Et ils constatent aussi les prix à la fin qu'il y a sur le marché. Donc s'ils décident d'intervenir, c'est parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même aussi peut-être un abus quelque part. Maintenant, et ça aussi, c'est l'avis de la plupart des Burkinabés. Ça, c'est quelque chose d'empirique. La plupart des Burkinabés trouvent que pour certaines motos, quand on regarde, il y a quand même à se poser des questions. Comme un genre peut-être d'entente, on ne sait pas trop forcément, pour des prix qui restent hauts. Mais en même temps, la même enquête aussi avait posé des problèmes de rareté pour certains types de motos, les questions d'acheminement, l'enquête en question. Donc ça veut dire que d'une part, on a ceux qui font de la spéculation, mais d'autre part aussi, il y a la réalité clairement des commerçants, des importateurs ou autres, par rapport à des coûts quelquefois qui sont très, très élevés. Maintenant, entre les deux, il faut se situer. C'est pour ça que je dis, dans l'opération qui est en train d'être menée, il faut beaucoup d'explications. Je pense que c'est peut-être ce qui manque. Il y a, qu'on dise, on a sensibilisé, on a passé le cap on a passé maintenant le cap de la sensibilisation. Il faut la fermeté. On est tous d'accord. Ça, il faut vraiment la fermeté. Parce que quand on a regardé, il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait d'autres qui n'avaient pas un certain nombre de papiers. Je pense que les éléments avaient été ressortis, notamment par le coordinateur lui-même. Vous deviez avoir par devers vous quand même un certain nombre de papiers pour pouvoir exercer le métier. Donc ceux qui n'avaient pas des documents, ils ont été fermés. Ça, c'est quelque chose de logique. Maintenant, il y avait un aspect qui peut-être a interpellé tout le monde, et je pense que c'est ça qui est le fond de la chose, attendu par la plupart des Burkinabés, c'est la question du prix des motos. Et certaines motos ont été donc prises, enlevées, parce que il y avait l'application d'un prix de vente, d'un tarif de vente abusif. C'est le terme là, tarif de vente abusif. C'est ça le gros problème, parce que la plupart des Burkinabés disent aujourd'hui les motos là sont trop chères, alors qu'on sait à quel prix vous les achetez. Et on montre à la télé et tout que des motos sont en train d'être enlevées chez des commerçants parce que le tarif de vente qui est appliqué est abusif. Donc quand on parle d'abus, ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas dans les règles. Et le commerçant, le commerçant a besoin de comprendre c'est quoi. Et le consommateur lui aussi, quand il entend ça, il dit bon, donc ça veut dire que moi des fois, pour prendre le langage du commun, quelquefois tu peux aller puis on va te taper. C'est comme ça qu'on dit dans le langage citadin qu'on a, dans notre langage familier. Mais dans ce cas, quand vous dites qu'on peut prendre, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un vende trop cher, c'est illégal qu'on lui prenne, mais il faut qu'on ait des barèmes. Il faut que le consommateur, lui aussi, quand il aille sur le marché, il sache au regard de la communication qui a été faite que celui-là, ce qu'il fait là n'est pas bon, moi je peux le dénoncer. Et lui aussi il aura peur de le faire. Mais jusqu'à présent, on n'a pas là-dessus, et c'est ça le gros problème, on n'a pas là-dessus le maître mot. Maintenant, beaucoup décrit un peu l'opération en elle-même. Moi je suis désolé, c'est dans les fonctions, c'est dans les missions de notre État que de réguler. Il y en a qui estiment que la BMCRF a eu la main assez lourde en emportant des motos, en procédant à la fermeture et tout aussi. Je ne sais pas comment est-ce que l'affaire elle est encadrée, mais il y a une réalité. C'est que la question du prix ne doit pas être de l'ordre d'un arrangement. C'est bien clair dans la loi que nous avons concernant la concurrence. Et là-dessus, il ne peut pas avoir d'entente quelconque pour maintenir des prix à un certain niveau. Et de façon empirique, c'est l'impression que certains ont. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, c'est autre chose. Mais de façon empirique, c'est un truc qu'il y a des prix qui sont partout où vous allez voir que pour certains modèles, tout le monde est aligné sur un prix et ils ne comprennent pas. Alors que quand ils regardent dans un monde globalisant, quand ils regardent, ils se rendent compte que voilà le prix auquel on le vend. Là où ils vont le chercher, ou bien dans la sous-région, voilà les facilités que les autres offrent, voilà les prix qui sont appliqués. Donc il y a des questions naturelles, mais n'oublions pas aussi que même si vous pensez que le prix il est libre, on dit qu'il est seulement le seul jeu de la concurrence. Donc l'entente, c'est un élément anticoncurrentiel qui n'est pas légal, et donc c'est normal que, et lorsque l'autorité a aussi cette impression, je pense que je peux lire même l'article, le fameux article 6 qui d'abord
Parce que quand vous prenez de l'article, des premiers articles jusqu'à celui 5, parlant de la loi sur la concurrence, ça revient un peu sur la question de la libre concurrence, sur certains éléments. Et on dit que les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, sur décision du Conseil des ministres, le ministre en charge du commerce, après avis de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, adopte des mesures temporaires contre les hausses excessives de prix. Lorsqu'une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation de fonctionnement manifestement anormal du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Donc, ça veut dire que le ministre en charge du commerce a cette latitude-là. Lorsqu'on se rend compte que dans un secteur donné, les prix qui sont appliqués sont... Et la situation, on dit, une situation de fonctionnement manifestement anormal du marché. Et quand on regarde le secteur de moto, il faut le dire très clairement, il y a une situation de fonctionnement qui est, en tout cas, manifestement anormale. Et c'est peut-être dans cela que les autorités ont décidé de regarder. D'abord avec l'enquête qui a été menée par la BMCRF qui a montré un certain nombre d'éléments, et puis aujourd'hui avec les mesures qui sont en train d'être lancées. Maintenant, quand on invoque la question de la libre concurrence, la fixation du prix qui est le seul jeu de la concurrence, ça veut dire que chacun est libre de donner son prix. Maintenant, le consommateur, lui aussi est libre de son choix. Ce qui est interdit, c'est l'entente. Alors que la preuve de l'entente est difficile à démontrer. Maintenant, on ne peut pas venir vous enlever. Et je le dis encore, je le dis encore au regard de ce que je lis sur la loi de la concurrence, parce que vous avez fait tel prix. Tant que on est dans le jeu libre des marchés, si vous le vendez à 3, vous vendez à 3 millions, alors que vos voisins vendent à 2 millions, les consommateurs vont aller à 2 millions. C'est ça. C'est logique, mais est-ce qu'on peut venir vous prendre parce que vous avez pris, vous le faites à 3 millions? Le libre jeu de la concurrence fera que vous allez être obligé de descendre si vous voulez vendre. Mais le problème au Burkina, c'est qu'on est un genre d'alignement. Donc, le consommateur n'a pas forcément le choix. Et dans ce cas de figure, c'est logique qu'il y ait une intervention. Maintenant, je pense que l'intervention doit être explicitée. On ne peut pas dire qu'il y a un tarif de vente abusif sans nous dire voici le barème. Voilà les barèmes, selon les catégories. Dans ce cas de figure, comment se positionne le vendeur, l'importateur, le dépôt-vente, et puis comment se positionne le consommateur de façon logique. Il faut qu'il y ait cette transparence-là pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que s'il n'y a pas ça, la question de la vente, des tarifs abusifs là, c'est un peu compliqué. Et c'est une action saluée. Elle est louable beaucoup, mais il faut expliciter certains points. On attend de plus amples informations, même si beaucoup demandent à ce qu'on l'élargisse à d'autres aspects. Évidemment. Au niveau des coûts de loyer, au niveau de certains produits pharmaceutiques, au niveau de certaines priorités, les coûts de denrées de première nécessité. La perche est toute tendue en 30 secondes. 30 secondes. Prenez par exemple la question des loyers. Vous allez voir, qu'est-ce qui fait la difficulté? C'est comme la question des motos avec la BMCRF qui disait que vous avez dedans, on introduit plusieurs niveaux qui sont fictifs pour avoir à la fin un prix qui est élevé. Mais regardez la question des maisons. La spéculation, elle est faite par ceux qui n'ont pas construit, qui ne se connaissent même pas le prix des briques, mais qui sont des intermédiaires qu'on a mis entre le propriétaire et celui qui est demandeur du logement. C'est ça la réalité. Donc c'est des éléments qu'on doit essayer on doit essayer de voir. Et ça, si on ne règle pas, on aura une vie qui deviendra de plus en plus chère. On dira que la vie est chère, qu'est-ce que vous faites? Parce que tout le temps, on demande aux autorités, qu'est-ce que vous faites face à la vie chère? Mais il faut regarder dedans et puis taper dans la fourmilière. Donc quand on tape, c'est ça le problème. Souvent, c'est là où on se rend compte que celui-même qui dénonce, il participe à la vie chère. Et ça devient un problème. En tout cas, l'autorité est attendue sur la question. Merci à vous, Geoffroy Varage. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du Déj Matinal Info. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.